Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de ce 13h, Patrice Talon visite les chantiers des marchés humains régionaux en construction. Le chef de l'État s'est rendu sur le terrain à Cotonou pour s'enquérir de l'évolution des travaux de ces chantiers. Constat satisfaisant, vous le verrez dans un instant. Une commission mixte du Parlement de la CEDEAO est en session à Cotonou. Elle se penche sur les défis auxquels l'intégration africaine doit faire face. À suivre le compte-rendu dans ce 13h. Et puis, une nuit longue et incertaine aux États-Unis après les élections présidentielles de ce mardi. Les deux candidats sont au coude à coude avec une légère avance pour l'heure du candidat démocrate Joe Biden. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président Patrice Talon est descendu ce mardi sur les chantiers de construction des marchés urbains au pas de charge. Il est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Ensemble, le chef de l'État est plutôt satisfait. Jérôme Humbo, Jean Nombimé. Le 27 novembre 2019, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Ici, à Kwakapeka 3, le 6e site reçoit, moins d'1 an plus tard, la visite du chantre de la rupture. Patrice Talon se rendra ensuite sur les sites des futurs marchés modernes d'Aïdiedo, de Wologede et de Menontin, où les travaux ici ont beaucoup évolué. Décoration artistique, affichage et décoration peut être D'accord. Pour qu'en cas de défaut d'affichage, ce ne soit pas nu, complètement nu. D'accord. Et ça va générer des ressources. Bien sûr. C'est l'espace marchand, donc il faut aussi pouvoir intercaler avec des balages. C'est bien, ça prend forme et ça montre bien de quoi il sera question. C'est l'intérêt de ce marché, c'est qu'une fois qu'on a fini le béton et que les montages métalliques sont faits, c'est fini. Puisque la couverture est tout fabriqué déjà. Il a fallu plus de 4 mois de purge pour sortir ces immeubles de terre. Le chef de l'État a positivement apprécié l'évolution de ces chantiers, comme bien d'autres, à l'image du projet d'asphaltage. On parle beaucoup d'asphaltage, mais on ne voit pas le reste, on ne voit pas les logements, on ne voit pas les marchés. Or, les marchés, c'est l'âme de nos villes, c'est le commerce, c'est l'économie. Et aujourd'hui, le chef d'État a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien. Il a visité 4 chantiers sur les 9 de la ville. Il a visité certains sites de relogement et il a positivement apprécié l'avancement. Globalement, le planning est tenu, sauf que nous avons eu des difficultés liées d'abord à la fermeture de la frontière du Nigeria, ensuite au Covid. Et donc nous avons un petit retard de 2 mois que nous sommes en train de rattraper, mais l'entreprise, les maîtres d'œuvre que nous avons rencontrés sur le terrain ont tous été félicités par le chef de l'État, par la qualité, la propreté, le professionnalisme et la façon dont les sujets techniques, réalisation de marché, ont été abordés et traités. L'entreprise a fait la démonstration de sa capacité à mobiliser du matériel, mobiliser du personnel qualifié. Quand on voit tout ce qui est fait là, actuellement, pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays, concernant les marchés, oui,
un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État s'est exprimé de ce parcours que nous avons fait et a exprimé ses sentiments qui nous rassurent également. Et surtout, moi, je souhaiterais et je voudrais rassurer les femmes. Au début, elles avaient eu des appréhensions, des inquiétudes. Et là, je suis contente de pouvoir les rassurer, de leur dire que plus d'inquiétude. Pourquoi les marchés sortent de terre? Nous allons améliorer les conditions du commerce. Et quand on améliore les conditions du commerce, c'est la vie économique en général qui est améliorée. Les 9 marchés de Cotonou doivent coûter globalement plus de 32 milliards de francs CFA. Les difficultés rencontrées n'ont guère émoussé l'ardeur et la détermination de l'entreprise nigériane ITB à livrer les chantiers dans les délais prescrits. Malgré toutes les difficultés de l'année 2020, je mentionne notamment le Covid, fermeture de frontières, fermeture de carrières et ainsi de suite. Donc malgré tout ça, ITB a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans le délai contractuel. Pas de difficultés considérables, nous sommes bien accompagnés par la mairie, par l'agence de cadre de vie, le ministère et tous les maîtres d'œuvre qui veillent à ce que tout soit fluide afin de réaliser ce projet. Et je souhaite que nous pourrons respecter cet engagement et livrer le projet à temps. Globalement, c'est une grande satisfaction et je voudrais encourager l'entreprise, le corps de contrôle et l'équipe de l'agence qui est à l'œuvre pour amener ce projet à bout. Nous sommes actuellement sur 20 marchés. Nous allons entamer bientôt la phase 2 de 15 autres marchés. Il est normal que le chef d'État lui-même vienne apprécier pour savoir s'il faut continuer ou s'il faut donner des orientations. Bientôt, ces marchés modernes viendront traduire en actes concrets un vœu cher au chef de l'État, l'autonomisation des femmes. Mais elles sont toutefois appelées à la vigilance vis-à-vis des anarcheurs qui prétextent de l'attribution des nouveaux stands. Il ne faut pas qu'elles se laissent intimider ou arnaquer. Toutes celles qui ont été recensées dans les marchés avant, vers le site de relogement, retrouveront leur place comme convenu, comme on leur avait dit déjà dès le départ, dès la conception des marchés, elles retrouveront leur place. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, il faut dénoncer ces pratiques auprès des mairies. Les mairies sont également impliquées dans le recensement. Donc aujourd'hui, elles sont normalement déjà identifiées. Et celles qu'on n'a pas retrouvées se sont également inscrites parce que vous savez que les capacités ne sont pas extensibles à vitam aeternam. Donc celles qui sont là aujourd'hui ont déjà été recensées et donc les constructions sont faites déjà dans ce sens-là. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Mais je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas été informé. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Et puis, lors de cette descente du président Patrice Talon, les populations ont tenu à lui témoigner leur joie. Elles saluent le président pour l'ampleur des travaux en cours. Jérôme Humbo, Jean Obimen pour plus de précisions. Marché Ganri, c'est à une visite surprise qu'ont eu droit les usagers au matin de ce mardi 3 novembre. Leur président est bel et bien là et ils ont tenu à lui témoigner tout leur attachement à travers des ovations et autres slogans. La clameur populaire était également au rendez-vous sur les sites d'Aïdiado et de Woulogede. Mais sur le site de Ménontin, c'est la totale.
Un bain de foule auquel Patrice Talon est habitué depuis quelques années, signe des avancées considérables notées grâce à ces réformes qui certainement vont se poursuivre. Parlons de toute autre chose à présent. La place du Bénin depuis quelques années dans les différents processus d'intégration sous-régionaux est de mieux en mieux reconnue. Depuis ce 3 novembre et pour 5 jours, une grande commission mixte du Parlement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est en session à Cotonou pour se pencher sur les défis auxquels l'intégration africaine doit faire face. James William Bagidi. C'est en se dressant face à ce qui apparaît plus comme des entraves que de simples menaces que le Parlement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de maintenir la tenue à Cotonou de cette session spéciale qui réunit les membres de la commission mixte en charge notamment de la libre circulation, de la politique macroéconomique, des finances et du budget. Une détermination en harmonie avec le thème de ces 5 jours de travaux et d'échanges, la zone de libre-échange continentale africaine, possibilité de réalisation dans un contexte de menaces transfrontalières, terrorisme et insécurité, pandémie et protectionnisme. Des défis manifestement appréhendés, d'abord par la coordinatrice des députés du Bénin au Parlement de la communauté. Nous ne devons pas perdre de vue les menaces qui risquent d'hypothéquer l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit du terrorisme qui sévit dans certains de nos États et endeuille nos populations, ainsi que la maladie à coronavirus qui n'épargne aucun pays. Ces menaces font d'ailleurs partie des 5 défis que le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, nous a invités à relever dans son discours du 7 septembre 2020 à Niamey. C'est la raison pour laquelle la zone de libre-échange continentale, qui constitue le sujet principal de cette réunion délocalisée, revêt une importance capitale. Même regard, même posture pour le ministre béninois des Affaires étrangères, qui pour sa part ne se limite pas à saluer le processus d'intégration, mais en saisit tout autant les risques que les opportunités. Bien que les projets d'intégration économique soient indéniablement d'essence progressiste, l'histoire économique montre à souhait que le libre-échange n'a pas que des vertus. Il peut tout aussi bien déséquilibrer les économies nationales que transformer profondément les structures économiques et sociales des États. Il comporte donc une part d'incertitude et de risque que tout État responsable se doit d'appréhender, d'évaluer et apporter des palliatifs nécessaires. La présente réunion ambitionne d'être un creuset pour des échanges féconds sur les différentes composantes de l'accord et ses chances de succès dans un contexte de menaces multiformes. Sa vocation est donc, à mon avis, pédagogique et réflexive. Elle est surtout une invite à la responsabilité politique pour engager avec assurance les peuples de la sous-région ouest-africaine qui est la nôtre dans les voies de l'intégration économique et du développement durable. Tonalité semblable de la part du président du Parlement de la CEDEAO également, qui engage ses pairs à transcender ces défis. The promise of the free trade is prosperity for all Africans. La promesse du libre-échange est la prospérité de tous les Africains, en particulier les Africains de l'Ouest, car elle offre une perspective de production de biens et services à valeur ajoutée, d'augmentation des revenus et de meilleures conditions de vie pour nos citoyens. J'espère donc que cette réunion nous éclairera tous sur ces questions importantes et fournira au Parlement des ressources suffisantes sur les perspectives de mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain. Le Parlement de la CEDEAO sera également informé du rôle qu'il devrait jouer pour atténuer les défis et faciliter l'application de l'accord de libre-échange continental africain. Je nous exhorte à saisir cette occasion pour renforcer notre engagement à faire en sorte que les avantages du libre-échange profitent à notre région et à sa population. Je suis optimiste que nous nous remettrons des chaînes du Covid-19 et que nos économies deviendront de plus en plus fortes. Le chemin pour y parvenir ne sera pas facile, mais je me souviens des grandes choses que nous avons accomplies en tant que communauté de personnes et je suis convaincu que cela est réalisable. And I have no doubt that this is achievable. Louis Gaounou Vlavonou, quant à lui, commence son propos par la convocation d'une certitude qu'il partage désormais avec le professeur Joseph Kizerbo. Chaque pays africain, isolé dans son coin,
est limitée dans sa capacité à réaliser la paix, la stabilité, le développement durable et l'amélioration du niveau de vie de ces populations. Le projet d'une intégration africaine réussie reste donc plus que jamais au cœur du problème, voire du mal africain, et sa mise en œuvre doit être comme une ardente obligation. Face à ce qu'il qualifie de facteur de désintégration, le président de l'Assemblée nationale invite les peuples et les États de l'Union à l'opiniâtreté dans la marche vers l'intégration. Il convient de comprendre, comme l'a si bien expliqué le constructeur automobile américain Henry Ford, que les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. Comme chacun d'entre nous le sait ici, l'objectif poursuivi ne souffre d'aucune ambiguïté. Concrétisé à l'horizon 2063, la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le rôle de la CEDEAO, à l'instar des 7 autres communautés économiques régionales, est crucial, en particulier à l'échelon régional, pour assurer l'application efficace, le financement et le suivi, ainsi que l'évaluation de l'agenda 2063 et ses programmes pluriannuels. La réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO s'achève le 7 novembre à Cotonou. Entre-temps, elle aura donné l'occasion aux participants d'en savoir plus, grâce aux experts invités, sur les stratégies à mettre en œuvre par la communauté ouest-africaine pour contribuer du mieux possible à l'intégration continentale. Allons à présent à Porto Novo. Là-bas, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, fait à Dimoula, Bougui, il est plateau. Par le Conseil des rois de cette région, il est élevé au rang du prince du plateau pour les actions de développement qu'il accomplit aux côtés du président Patrice Talon. La deuxième personnalité du pays souhaite mettre à contribution les rois pour l'enracinement de la paix au Bénin. Guillaume Avienou pour le compte-rendu. Louis Béounou Vlavonou, élevé à la dignité de Adimoula Gbogbo Ile Plateau, prince de la région du Plateau par le Conseil des rois de la dite région. Une distinction reçue avec modestie. Vous venez de me remettre des attributs de prince. Je dédie tout cela en premier lieu au président Patrice Talon, le grand réformateur, artisan infatigable du développement de notre beau pays. Outre le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale dédie la distinction au Parlement et au peuple béninois. À ses hôtes, il promet que les doléances dont ils sont porteurs font l'objet de ses préoccupations. De concert avec l'exécutif, le président Vlavonou annonce qu'elles vont être étudiées avec diligence et esprit de suite. Mais la deuxième personnalité du pays attire l'attention des têtes couronnées sur leurs responsabilités sociopolitiques pour le maintien de la paix. Louis Béounou Vlavonou s'adresse à la jeunesse du plateau en s'inspirant des biographies des rois Josias et Salomon dans la Bible. Vous êtes la crème des leaders d'opinion du plateau. Si j'ai choisi ces deux rois qui ont régné 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est pour que vous puissiez boire à la source de leur sagesse, afin de peser de votre poids sur les comportements de nos frères du plateau en ces moments de manipulation sur la base des sophismes élaborés dans les laboratoires des ennemis de la rupture. Vous avez une lourde responsabilité dans la pacification de notre peuple par la conscientisation de la jeunesse. Les commanditaires des actes de violence sont toujours loin des théâtres des opérations et vous ne verrez jamais leur progéniture aux premières lignes, étant à l'abri de tout dérapage parce que souvent à l'extérieur du territoire national. Vous avez une responsabilité morale de garant de la paix en assumant dans le département du Plateau
en cette avant-veille de l'élection présidentielle. Pour le président de l'Assemblée nationale, rien ne vaut la paix. Du palais des gouverneurs, revenons à la HAC. Son président Rémi Prosper Moretti a reçu la ministre du numérique et de la digitalisation suite à l'approbation en conseil des ministres de la note stratégique relative au lancement de la TNT, des modalités de mise sur le marché des décodeurs numériques de réception de la TNT en République du Bénin, suivant la ministre du numérique Aurélie Adamsoulé Zoumaro. Cette séance de travail avec le président, la vice-présidente et les conseillers de la HAC a porté sur les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du lancement prochain de la télévision numérique terrestre dans notre pays. Comme on l'a vu récemment, le Conseil des ministres a pris des décisions majeures relativement donc à la mise en œuvre du projet TNT, et il était de bon ton qu'avec cette institution importante dans cette mise en œuvre, donc la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous puissions envisager toutes les actions qui relèvent des prérogatives de la RAC. Les points majeurs sont relatifs au processus d'homologation pour les équipements de réception de la TNT, notamment les décodeurs, et également les équipements de réception comme les téléviseurs qui intègrent les normes que le Bénin a choisies. Nous avons également le point relatif au processus d'autorisation des acteurs de la chaîne de valeur de la TNT, dont nous avons discuté donc ce matin ensemble avec la RAC. Et ce que j'ai pu noter, c'est que tout est en branle. La RAC est en train de prendre toutes les dispositions pour que tout ce qui est à faire conformément à la loi, au décret, qui ont été pris il y a déjà quelques mois de cela, que toutes ces actions se mettent en œuvre pour que la feuille de route que le gouvernement a fixée puisse être respectée. Le préfet Jean-Claude Kodia a entamé ce lundi, conformément au test de la République, sa tournée statutaire dans le département de l'Atlantique. Il va s'enquérir pour le compte de l'année 2020 de la gestion et du fonctionnement de chacune des communes. Ouida est la première commune à l'accueillir bien sûr, lui et sa délégation départementale. Le point de Ouida avec Marcel Arrossi. Tournée statutaire du préfet de l'Atlantique pour 2020, voici Ouida, la première étape. À l'entame des échanges, le maire témoigne de l'écoute toujours attentive et des conseils bien inspirés dont il bénéficie de la part de l'autorité de tutelle. Les élections communales qui ont marqué l'année 2020 ont été particulières à Ouida avec la quasi-totalité du conseil renouvelé. Ce fort renouvellement du personnel local politique est à la hauteur des attentes des populations et de leur soif de développement. À travers notre mandat de conseiller communal, de chef d'arrondissement ou encore de maire, il nous faut en effet aujourd'hui être en mesure d'accompagner le nouvel élan de développement que le président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, imprime admirablement à notre pays depuis plus de 4 ans déjà. C'est ici le lieu de saluer la généreuse disponibilité de tous mes conseillers communaux qui, transcendant les clivages partisans, s'investissent au quotidien comme un seul homme dans la mission républicaine qui est la leur. Cet environnement favorable nous a permis d'engager des réflexions allant dans le sens d'une ouverture de la commune aux investisseurs et d'un renforcement de l'offre touristique événementielle. Pour atteindre ces objectifs, ce conseil veut s'appuyer sur l'Office de promotion des événements sportifs, artistiques et culturels et le Bureau des investissements pour le développement de la commune. À l'occasion de ces retrouvailles, il est essentiellement question d'apprécier de façon globale la gestion de l'année qui tire vers sa fin. Les avancées et les goulots d'étranglement sont mis en évidence. Plusieurs grands chantiers de projets qui s'ouvrent ici désormais à Ouida, les uns après les autres, en vue de redonner son prestige d'antan à cette cité si chargée d'histoire, de sorte qu'à l'avènement futur, touristes et hôtes de toutes sortes et de tous horizons, ils ressentent la chair de poule. Il m'est un grand privilège et surtout un insigne honneur
de vous transmettre les salutations de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, cet homme d'État d'exception, ce grand visionnaire qui s'est vite révélé à l'œuvre comme un digne fils de l'Afrique, de sa patrie et a fortiori de Ouida, sa terre natale, qui ne peut légitimement qu'en ressentir immense fierté. Le devoir ici accompli cap sur quelques chantiers en cours dans la commune. Entre autres, ce stade omnisport qui dispose déjà de sa pelouse verte et dont les travaux s'achèvent bientôt. L'autre chose qui retient désormais l'attention dans cette ville, cet atelier en cours d'installation, l'œuvre de développement que pose Nadia à Danlé. C'est une entreprise que nous souhaitons très prospère et à travers cette occasion, je voudrais féliciter la promotrice, Madame Nadia Danlé, et l'encourager. La mairie de Ouida, par ma voix, se mettra derrière elle, l'accompagnera, lui donnera tout le soutien qu'il faut pour qu'elle puisse réussir parce qu'elle va créer de l'emploi et participer à la création de la richesse dans la commune de Ouida. C'est impressionnant. Donc, elle a besoin donc du soutien, de notre soutien. Et donc, nous sommes venus l'encourager, lui souhaiter la bienvenue chez elle. À travers cette visite, c'est une énergie qu'elle reçoit. Très agréablement surprise, parce que ce matin, c'est à la réunion que le préfet a annoncé la visite de la délégation. Je ne savais pas qu'elle serait aussi grande. Entre autres dossiers, l'un des plus grands qui préoccupe aujourd'hui le conseil communal de Ouida reste le chantier de lotissement ouvert depuis environ 3 décennies. L'ONG Alcré est engagée dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel. Elle en donne la preuve à travers un atelier de formation des femmes des administrations de Cotonou et des jeunes filles de l'Université d'Abomey-Calavi sur les mécanismes de déclenchement, de répression du harcèlement sexuel. FIFA Salima Tadedi, bienvenue Denayon pour plus de précisions. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel, le sujet demeure toujours d'actualité. Malgré les sanctions sévères prévues par la loi à l'encontre des auteurs, la prise de conscience semble ne pas être encore de mise. Je peux faire de toi en quelques semaines une véritable mathématicienne et tes parents seront fiers. Le harcèlement sexuel agit sur la psychologie des victimes et compromet leur cursus scolaire et leur carrière. Non, je peux pas. Mais plusieurs filles ou femmes se gardent de dénoncer les coupables pour des raisons diverses. Résister aux avances indécentes de ces derniers, c'est courir le risque de perdre son emploi ou d'échouer aux examens. Du point de vue culturel, les inégalités créées par la société favorisent les hommes dans leur basse besogne. Le tabou qui pèse sur ce sujet depuis des siècles, la honte que les agresseurs tentent de faire éprouver aux victimes, la crainte de n'être pas crus, ont trop longtemps contraint les victimes au silence, ce qui favorise la persistance discrète du phénomène dégradant pour la gente féminine. Les victimes devraient apprendre à briser le silence. Pour ce faire, elles doivent disposer des armes nécessaires. La première des choses, il faut que la femme ait d'abord pour elle-même l'estime de soi, la confiance en elle-même. 2. Et après, c'est de voir quels sont les moments où l'homme l'appelle pour demander tel service. Pour cela, tout ce qui est utilisé, que l'homme est en train d'utiliser, il faut qu'elle ne soit pas passive. Il faut qu'elle soit active pour pouvoir les identifier, les repérer, pour savoir, cette stratégie que cet homme est en train d'utiliser, c'est pour m'avoir. Et pour cela, quelle serait ma contre-stratégie qui va permettre d'éviter cela et encore moins de les sanctionner sans que je ne sois dans un postulat de victimisation. C'est-à-dire quoi? Il faut que je donne les preuves irréfutables à partir desquelles je peux dire j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Pour accompagner les femmes dans cette lutte contre le phénomène, l'ONG Alcré met en place le projet de déclenchement de la répression du harcèlement sexuel des races, suivi d'une série de formations à l'endroit des femmes des administrations de Cotonou et des jeunes filles de l'université d'Abomey-Calavi. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance
salue cette initiative de l'ONG Alcré qui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes, a déclenché les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin, avec l'appui financier de l'ambassade du Canada qui vise à former 100 femmes et filles au fin de leur permettre de maîtriser la notion de harcèlement sexuel, la constitution des preuves et du mécanisme de déclenchement de sa répression. Heureuses sommes-nous, femmes syndicalistes, unies dans le REFES, de participer à ce projet mis en place par l'ONG, car longtemps, nous avons pensé installer des points focaux dans nos unités de production pour écouter, suivre et accompagner nos camarades victimes du harcèlement et de la violence, ou tout au moins permettre une dissuasion des acteurs avec la création des 10 points focaux. Cet atelier va permettre essentiellement de redynamiser la machine de lutte contre le harcèlement sexuel et de doter les femmes de stratégies pouvant leur permettre de résister. L'actualité au plan inter, c'est bien sûr les élections aux États-Unis où Donald Trump affirme avoir remporté ces élections américaines alors que son challenger, le candidat démocrate Joe Biden, a une légère avance pour l'heure. Le monde entier attend donc le verdict de ces élections présidentielles aux États-Unis. Le point avec Marcel Arrossi. Donald Trump revendique la victoire à l'élection présidentielle et plonge les États-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret, il assure vouloir servir la Cour suprême sans préciser sur quel motif. L'ancien vice-président de Barack Obama a appelé à la patience face à la confusion qui régnait sur les résultats dans plusieurs États clés. À peine eut-il terminé sa brève allocution que Donald Trump répondait sur Twitter dans une forme de guerre des nerfs entre les deux candidats septuagénaires que tout oppose. Dans tout le pays, les démocrates qui se sont rendus aux urnes semblaient surtout motivés par leur rejet de l'impétueux président. En tout cas, le monde entier attend bien sûr les résultats de ces élections très cruciales pour le lendemain de cette humanité. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi, surtout une très bonne journée à vous. À demain, 13h, pour un autre rendez-vous.